Bienvenue sur mon projet M podcast. Ici Sylvia Tremblay, championne nationale et internationale de fitness, experte en nutrition et remise en forme visant la santé globale. Je suis une femme d'affaires, conférencière et auteure, fondatrice de mon projet M. Passionnée, amoureuse de la vie, ma mission est d'aider les gens à être plus en forme et en santé. Chaque semaine, je vous parlerai d'un sujet inspirant avec des invités qui sauront vous motiver et vous aider à sortir de votre zone de confort. Vous voulez vous surpasser? Vous voulez améliorer votre vie, vos finances et vos relations? Pour cela, il faut être déterminé et savoir vraiment ce que l'on veut. Être clair avec vos intentions est la clé du succès. Êtes-vous prêts? Ça commence maintenant! Hey, bonjour à tous! Merci infiniment de vous joindre à moi pour mon tout premier podcast. Je suis si heureuse, c'est un projet que je pense faire depuis très très longtemps et que je repousse toujours pour mille et une raisons. La première étant la gêne, en fait. Pour ceux qui me connaissent très bien savent que malgré mon allure de personne sûre de moi, ça cache une gêne et vous allez comprendre tout au long de mes podcasts parce que je vais vous parler de différents sujets dont aujourd'hui même vous parler un petit peu de mon enfance et vous allez comprendre pourquoi je suis une personne un petit peu plus solitaire ou gênée à ma façon. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer mon podcast? C'est que au fil des ans, j'ai réalisé que j'avais beaucoup à raconter, que mon parcours personnel avait un impact sur les gens qui m'entourent et je me disais que probablement qu'en faisant un podcast et que d'autres personnes pouvaient en bénéficier et écouter mes péripéties, mes histoires et se reconnaître un petit peu dans ça. Mais aussi, j'ai beaucoup de gens qui m'entourent, qui ont vécu eux aussi toutes sortes de mésaventures, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la santé, et qui s'en sont très bien sortis. Quand on dit que les épreuves nous rendent plus forts, ben c'est très vrai. Et puis, quand on est dedans, souvent, on le réalise pas, mais c'est après qu'on voit la lumière au bout du tunnel et qu'on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de force en soi. Donc, tout au long de mes podcasts, vous allez voir, je vais avoir différents invités qui vont venir parler de leur parcours, de leur message de réussite aussi, comment ils ont fait pour arriver où ils sont aujourd'hui. Puis, c'est vraiment très inspirant. Moi, j'ai des gens qui m'ont raconté certaines choses que je ne croyais pas et qu'on se console quand on se compare, comme on dit, mais vraiment, je crois qu'on a tous quelque chose à apporter les uns aux autres. On le sait, on peut tomber très bas, mais comment remonter en force, que ce soit dans nos relations, dans notre travail, dans nos finances, même au niveau de la santé. Donc, semaine après semaine, je vais avoir beaucoup à vous raconter, puis mes invités aussi vont avoir beaucoup à vous transmettre de cette force, des histoires passionnantes, des histoires qui vont vous inspirer, j'en suis convaincue. On a souvent tendance à regarder les choses de l'extérieur puis se dire mais que c'est pas possible pour nous. On se dit « j'aimerais tellement ça avoir ce genre de vie-là, j'aimerais avoir autant d'amis. » On regarde les autres en se disant « que j'aimerais réussir comme lui ou comme elle. » On se rend pas compte tout ce qu'on a en soi qui peut nous permettre, nous aussi, de vraiment aller de l'avant. Il faut juste arrêter d'avoir peur. La peur, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Et d'arrêter de se dire « je serai jamais comme ça, je pourrai jamais réussir, j'atteindrai jamais le succès. » Ça, c'est des pensées négatives qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent. C'est comme si vous programmez votre cerveau à se dire que c'est impossible.
Donc, comment ça peut l'être si vous-même, vous n'êtes pas capable de programmer votre cerveau en lui disant « Oui, c'est possible, oui, je suis capable ». Donc, vous allez voir que tout est possible. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, il faut travailler. Ça n'arrivera pas tout seul, mais il faut faire les étapes pour y arriver. C'est-à-dire, si on veut du changement, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Parce que si on répète et on répète toujours les mêmes choses, puis que ça ne fonctionne pas, bien, ça ne fonctionnera jamais. Il faut changer, il faut essayer autre chose. Des fois, ça va être des choses qu'on va avoir peur, qu'on va avoir peur d'être jugé, qu'on va avoir peur de se tromper. Mais si on ne les essaye pas, on n'avancera pas plus. On va toujours rester au même endroit. C'est votre façon de faire, votre attitude qui peut vraiment tout changer. Il s'agit d'être clair, de savoir vraiment ce qu'on veut, puis aller de l'avant vers ce que vous voulez, vers le but que vous voulez. Il faut savoir aussi s'entourer des personnes qui vont pouvoir vous aider à se rendre, c'est-à-dire des personnes positives. Si certaines personnes alentour de vous, par exemple, vous disent « Ah, mais as-tu pensé à ci? As-tu pensé à ça? Oui, mais il pourrait arriver ci, il pourrait arriver ça. » C'est dommage, mais c'est des gens qui vous empêchent d'évoluer. Donc, entourez-vous de personnes positives, de personnes qui vont vous aider à vous élever vers votre objectif ultime. Mais une chose est sûre, tout commence par vous. Ce que vous voulez, ce que vous acceptez aussi des gens de l'extérieur. Souvent, on a de la difficulté à dire non. Ça, c'est un sujet que je vais traiter dans un autre podcast. Comment dire non? Comment on peut faire pour dire non? Donc, il faut se respecter soi-même et vraiment aller de l'avant vers les actions qui vont faire qu'on va se rendre à notre objectif ultime. Le changement, ça fait peur. Le changement, c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment en changeant la façon de faire qui va faire en sorte que vous allez y arriver. Sans changement, vous allez toujours tourner en rond. Vous allez toujours arriver au même résultat. Si vous n'arrivez pas au résultat que vous voulez depuis des années, que vous vous dites « Ah, un jour, j'aimerais faire ci, faudrait bien que je fasse ça. » Le faudrait bien, là. Il faut enlever ça de notre vocabulaire. Il faut absolument, il faut le faire. Pas il faudrait, il faut le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix si je veux réussir. De mon côté, avec mes podcasts, j'espère tout simplement vous inspirer et vous motiver à aller plus loin. J'ai créé mon projet M pour moi, expressément pour ça. Quand je dis moi, c'est vous qui le dites. Moi-même, vous-même, mais le moi. Pensez à soi. C'est ça mon projet M. Comment trouver le chemin du succès? Comment se sortir de situations négatives puis sortir une fois pour toutes la tête de l'eau? C'est ça mon projet M. Vous donner les outils et l'inspiration pour trouver votre voie comme j'ai trouvé la mienne. J'entends souvent les gens dire « Ah ouais, mais tu sais, le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est difficile à trouver ça, le bonheur. Et comment on fait pour trouver le bonheur? » Le bonheur, c'est réaliser ses rêves. Puis c'est le bonheur, c'est un petit peu ce qu'on vit à tous les jours. Souvent, les gens sont pas heureux parce qu'ils vivent dans le passé. Bon, moi, quand j'étais jeune, il m'est arrivé ci, ça. Moi, quand mes parents... il y a toujours mon ex m'a laissé, j'ai fait faillite. Bon, toutes ces choses-là font partie de votre passé. Si vous vivez toujours avec ces choses-là de votre passé, vous ne serez jamais heureux. Vous allez toujours être plutôt sur le bord d'une dépression. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est arrivé de bon aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes levé ce matin puis vous avez eu la possibilité de vous faire un bon café? Est-ce que vous avez mangé, vous aviez de la nourriture dans le frigo?
pour manger, vous avez un toit sur la tête. Il fait peut-être -20 aujourd'hui dehors parce qu'on est en hiver, puis vous êtes au chaud. Vous avez la possibilité, vous avez les moyens de vous payer de l'électricité. C'est toutes des choses anodines, mais quand on les regarde bien, on a de la chance. Il faut être reconnaissant pour tout ce qu'on a aujourd'hui, puis laisser le passé en arrière. Il faut arrêter de voir ça comme une grosse montagne. Hein. Faut regarder les petites choses simples, comme je disais tantôt, un bon café. Écoutez, le soir, si vous avez la possibilité de relaxer, là, si vous avez des enfants, les enfants sont couchés, prenez un petit 10 minutes pour relaxer, penser à votre journée, pensez à ce que vous avez aimé de votre journée aussi. C'est vraiment, quand on parle du moment présent, c'est là que ça se passe. Il faut faire ça, il faut vraiment être reconnaissant de ce qu'on a à tous les jours. Quand on apprécie chaque petite chose, ces petites choses-là, tranquillement, deviennent de plus en plus grandes. Le positif attire le positif, on le sait, j'ai pas inventé ça, on entend parler à tous les jours, on entend parler partout, et c'est vrai. Il faut commencer à regarder le positif, toujours le côté positif. Le verre est à moitié plein, il n'est pas à moitié vide. C'est difficile parce que souvent, l'être humain, malheureusement, on a cette fâcheuse façon de toujours voir le côté négatif des choses. Mais aussitôt qu'on commence à voir le côté positif, qu'on commence à apprécier chaque petite chose de la vie, on commence à être plus heureux. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprivoise à tous les jours. C'est comme un genre de cercle vicieux, mais dans le bon sens. Je veux dire, plus je suis contente des petites choses de ma journée, plus ça devient contagieux, plus je suis contente. Et ça prend un certain temps à avoir des habitudes. Moi, je me rappelle au début, ce que je faisais, c'est quand j'avais une pensée négative, je disais « stop »,« cancel ». Et je repensais à la même chose, mais dans la version positive. Ça m'a pris un certain temps et ça m'arrive encore des fois de le faire. Je suis pas la perfection incarnée, là, moi. Mais c'est ce que je faisais. C'est que je disais stop, cancel cette pensée-là. Et puis là, je me la redisais, mais en positif. Et à chaque fois que je repensais à cette chose-là de façon négative, je faisais la même chose. Mais après un certain temps, pouf, la pensée négative de cette chose-là en particulier, parce qu'on peut en avoir plusieurs dans une journée là, ou dans une semaine, mais ça brisait le cercle vicieux de pensée négative et transformait en positif. Après un certain moment, notre cerveau commence à nous croire. Et là, il change son... On va utiliser un anglicisme, là, mais ça change le mindset. Puis, on commence à voir de plus en plus les choses de façon positive. Maintenant que je vous ai parlé un peu plus du positif-négatif, vous allez peut-être un peu mieux comprendre quand je vais vous parler de mon vécu. Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal, à La Prairie, une petite ville à l'ouest de Brossard. Pour ceux qui connaissent pas ça, mes parents, à l'époque, étaient pas très riches. On vivait dans un petit 4,5. Puis, toute petite, j'avais du talent. J'avais du talent pour plein de choses. Entre autres, pour la danse. Mes parents m'ont inscrit à des cours de ballet à l'âge de 4 ans. Mais j'étais tellement une petite fille hyper active, le TDAH. On n'entendait pas parler de ça là, il y a presque 40 ans. Mais... C'était vraiment moi. Donc, j'écoutais pas les consignes ni rien, mais j'avais du talent. À 5 ans, de 5 ans à 7 ans, j'ai fait du patinage artistique. À 8 ans, j'ai repris le ballet classique avec les ballets de jazz. J'adorais bouger, j'adorais danser. Donc, pour ceux qui me connaissent puis qui sont au courant que j'ai fait 15 ans de compétition de fitness, vous comprenez un petit peu maintenant que mon background, c'était vraiment la danse et j'adorais vraiment danser. J'étais, dans une troupe, une école de danse, mais j'aimais surtout faire des solos de danse.
Donc, j'étais comme la petite... j'étais la plus jeune à l'école de danse. Et puis, j'étais comme la petite vedette à ce moment-là. Si je retourne encore un petit peu plus bas dans le temps, c'est-à-dire à l'âge de 2 ans, 3 ans, bon, j'ai eu comme un genre de diagnostic d'enfant surdoué. Moi, je me souviens à peine de certaines petites choses parce qu'à l'époque, je parlais déjà. Je parlais beaucoup même. J'ai commencé à parler un petit peu avant l'âge d'1 an. Je parlais énormément. J'étais capable de faire des phrases complètes et tout ça. Puis les médecins, les docteurs disaient à mes parents, « Mais mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que vous faites avec cet enfant-là pour qu'elle soit aussi éveillée? » Puis bon, ben mes parents faisaient rien de tellement spécial plus que les autres. C'est juste que moi, j'étais comme un petit peu plus vite que la moyenne. Ils m'ont fait passer des tests pour savoir mon quotient intellectuel et puis toutes sortes de choses comme ça. Pour une petite fille de 2-3 ans, c'était comme inhabituel, là. J'étais un petit peu au-dessus de la moyenne. Ce qui a fait que quand j'ai commencé le primaire, ben j'avais beaucoup d'aptitudes à l'apprentissage, un peu trop même, puis je m'ennuyais. Et assez vite, je me suis mis à pas tellement aimer l'école. J'étais un petit peu à retrait. J'avais pas beaucoup d'amis. Tout ce qui est typiquement des gens qui sont un peu surdoués, j'avais ce profil-là. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis. Et assez vite, bon, j'étais timide et les autres se sont mis à se moquer de moi. On riait de moi. On me poussait. On me tirait les cheveux. On me criait des noms. Écoute, donc très jeune, à partir, je dirais, du 2e primaire, j'ai commencé à être victime d'intimidation à l'école. Et ça s'est poursuivi, ça, jusqu'en secondaire 5. J'ai même eu des professeurs au primaire, 3e année, 4e année et en secondaire 1 qui ont pas tellement été gentils avec moi parce que j'avais de la difficulté à être devant la classe, faire des exposés oraux ou on me demandait d'aller devant la classe pour lire et je figeais, j'étais hyper nerveuse, j'étais gênée et j'étais pas capable. Donc là, j'étais la risée de la classe, même le professeur en rajoutait par-dessus et riait carrément de moi. Donc j'ai eu ça assez difficile, moi, à l'école, je pourrais vous dire, et je sais pas combien de fois durant mon secondaire, entre autres, que j'ai voulu laisser l'école. Les autres élèves étaient pas gentils avec moi. C'était pas facile et je comprends aujourd'hui les jeunes qui sont au niveau du secondaire, puis même du primaire, il y a des tout jeunes là, qui sont intimidés et j'imagine que c'est encore pire probablement aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça? Moi, je me souviens là, comment je me sentais et que je voulais pas aller à l'école, je voulais... c'était épouvantable. Donc, je compatise vraiment beaucoup avec les jeunes aujourd'hui qui vivent ce même situation-là. Et je peux vous dire que moi, ça m'a suivi longtemps dans ma vie. Pourquoi je me sentais pas comme les autres, pourquoi je me sentais... pourquoi on riait de moi? Qu'est-ce que j'avais, moi? Je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Puis plus ça allait, plus je me renfermais sur moi-même. Et et comme je disais, j'avais pas beaucoup d'amis, tout ça. Donc, c'était très, très, très difficile. Bon, ben, à cause justement de tout ça, le rejet et tout ça, ben je me suis un petit peu jetée dans les sports. À l'école, bon, mon cours favori, c'était l'éducation physique. J'ai toujours été assez athlétique et je performais dans les sports. Mais encore là, c'était toujours plutôt des sports individuels, comme j'aimais beaucoup la natation. Tous les sports d'athlétisme où je devais performer individuellement, c'était vraiment mes forces. À chaque fois qu'il y avait en éducation physique, on faisait un sport d'équipe comme le volleyball, le handball, le basketball. J'étais toujours la dernière choisie de toute façon. J'étais vraiment mis à part complètement et c'était pas drôle. Donc j'ai opté pour des sports
qui étaient plus individuels. Comme j'ai fait un peu de gymnastique, mais pas, j'ai jamais été dans un club de gymnastique, mais quand j'étais en gymnastique dans les cours d'éducation physique, c'était facile pour moi parce que j'avais ce côté-là très développé. Au secondaire, j'ai fait un secondaire 1 et secondaire 2 dans une école privée à la Prairie, qui est le Jean de Lamennais. Et rendu en secondaire 2, j'avais un choix à faire, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, tout ça. Puis tout m'amenait vers ce qui était plus artistique. Donc, et je travaillais déjà dans un salon de coiffure. Qui était le salon de coiffeur où ma mère allait se faire coiffer. Puis le maître coiffeur, à l'époque, avait dit à ma mère, « Votre fille, elle a des aptitudes. » Il m'avait vu là, jouer avec les têtes de marotte qu'on appelle, qu'on apprend justement les coupes de cheveux et les coiffeurs et tout ça. Et il m'avait... Puis il avait trouvé que j'avais de l'aptitude pour ça, donc il avait dit à ma mère, si elle veut venir travailler, juste balayer les cheveux, plier les serviettes, là, la fin de semaine, pour venir nous donner un petit coup de main, ça serait le fun, puis je pourrais lui montrer des petites choses. Fait que j'avais commencé à travailler au salon de coiffure, à l'âge de 14 ans, je gagnais, écoutez, 1$ de l'heure, et j'avais pas ma carte d'assurance sociale encore à l'époque, puis il me donnait 1$ de l'heure. Donc, j'avais commencé à travailler tout ça, puis quand je suis arrivée en secondaire 3 à la polyvalente, et bien là, c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder là, pour des cours de formation esthétique coiffure. En secondaire 3, quand je suis arrivée à la polyvalente, oh my God, ça a été tout qu'un choc. Premièrement, ma mère, surtout ma mère, voulait absolument pas que j'aille à la polyvalente parce qu'elle disait, bon, c'est tous des petits bums qui vont là, ça apporte des jeans, nanana, nanana. Bon, OK, ma mère faisait mes vêtements. Demandez-vous pas où j'ai pris mon talent de couture et pourquoi aujourd'hui je fais des maillots pour toutes les filles de fitness et tout ça. Ma mère faisait mes vêtements. Mais je vous l'ai dit, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Donc, on achetait les tissus qui étaient moins à la mode, des restants de lignes de l'année précédente, des patrons aussi qui étaient passés date, on va dire ça comme ça. Donc, je me retrouvais avec des belles petites jupes circulaires jaunes à pois noirs pour aller à la polyvalente quand tout le monde était en jeans. Rien pour m'aider. Rien pour m'aider de, encore une fois, me faire mettre de côté, faire rire de moi. La petite comptine comme comptait à l'époque, c'est Tremblette, la galette, tapissée dans ses bobettes. Je la répéterai pas 2 fois celle-là. Et là, c'est ça. Encore une fois, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais vraiment tout seule dans mon coin. Je faisais ma petite affaire. J'avais une amie en secondaire 3, puis ça allait bien, on faisait les cours ensemble, tout ça, puis quand l'été est arrivé, on s'est perdu de vue. Et au retour en secondaire 4, moi, durant l'été, j'avais pris un petit peu de poids. J'avais pris, je pense, l'équivalent d'une quinzaine de livres. C'est quand même pas mal, là, dans les vacances d'été. Puis, elle s'appelait Chantal, avait perdu du poids parce qu'elle était plus ronde que moi. Au cours de la 3e année. Et là, moi, je suis arrivée à l'école, puis je me trouvais là, potelée. Je n'étais pas si grosse que ça, là. Je pesais 115 livres. Là. Hein? Mais quand même, à l'époque, j'avais l'habitude de peser 105 environ. Je n'étais pas musclée, j'étais une adolescente. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je perde ce poids-là parce que c'est pas vrai qu'en plus, les gens qui rient de moi et qui me mettent de côté, je ne vais pas leur donner un autre sujet à mon sujet. Donc, à l'époque, je ne savais pas comment faire une diète, alors je me suis dit, j'arrête de manger. Je vais perdre du poids si je ne mange pas. Et là, je me suis mise à faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'anorexie. Et l'anorexie, on n'en parlait pas à l'époque. C'était pas connu. Mais, pendant une année presque complète, je ne mangeais presque rien. J'ai baissé mon poids en bas de 100 livres. Je suis baissée à 97 livres. Et en plus de ne pas manger beaucoup, quand je dis pas manger beaucoup, là, c'est à peu près 2-3 croques de pommes pour déjeuner,
un berlingot de lait. Je le buvais même pas tout, je pense, pour dîner. Dans l'après-midi, j'allais dans la machine distributrice, puis je me prenais un sac d'arachides au barbecue et j'en mangeais à peu près la moitié. Quand j'arrivais pour souper le soir, ben là, je disais à ma mère que j'avais grignoté dans l'après-midi, que j'avais pas faim pour souper. Elle me forçait pour que je mange un peu. Je mangeais 2-3 bouchées, puis ça arrêtait là. Là, je voulais vraiment, vraiment perdre. Je me mettais à faire de la corde à danser, beaucoup, beaucoup de cordes à danser, des redressements assis à tous les soirs. Je pouvais faire jusqu'à 1000 redressements assis le soir. 1000! Pensez-y, là. J'avais des beaux abdos. Mais j'étais vraiment maigrichonne. J'avais plus de seins. Mon visage était pas très très beau. J'avais la peau sèche. Je perdais mes cheveux. Là, j'ai commencé à avoir peur. Puis comme je vous dis, on n'entendait pas parler d'anorexie à cette époque-là. Donc, le temps des fêtes approchait. Et puis, j'avais un petit chum à l'époque, puis sa mère, elle faisait tellement de la bonne bouffe que je me disais, bon, là, c'est le temps des fêtes, je vais me gâter, je vais manger de la tourtière, je vais manger des desserts, puis c'est pas grave. J'étais pas capable de manger. Je me mettais une bouchée dans la bouche, puis le cœur me levait. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, là, de pas être capable de manger. C'est une chose de pas vouloir manger, mais de pas être capable de manger. Là, je réalisais que j'avais vraiment un problème. Après les fêtes, j'avais une mission. Recommencer à manger. Mais je savais toujours pas quoi manger. Je savais pas qu'est-ce qui était sain. Je savais pas... Tu sais, mes parents, à l'époque, ils connaissaient pas ça tellement non plus. J'avais quoi, 16 ans? 15-16 ans? Et là, j'étais pas capable de manger, puis si je me forçais à manger, ben, il fallait que j'aille aux toilettes, puis ça sortait. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, il faut que je trouve quelque chose. Là, j'ai essayé les biscuits soda. Mange un biscuit soda. Ah, ça passe. 2 biscuits soda. Ah, ouais, ça va bien, ça passe. 3 biscuits soda, 4 biscuits soda, et voilà, jour après jour, j'ajoutais des biscuits soda. Ce qui a fait en sorte qu'après un certain temps, j'étais capable d'en manger assez pour équivaloir dans mon estomac à assez de nourriture. Et là, j'ai commencé à ajouter différentes choses. J'ai commencé à manger un petit peu de poulet avec des légumes, ainsi de suite, jusqu'au jour où j'ai réussi à manger et à reprendre un petit peu de poids parce que là, à 97 livres, là, c'était vraiment, vraiment pas sain, mon affaire. J'ai eu quelques rechutes. Un petit peu plus tard, début vingtaine. Mais à ce moment-là, on entendait parler de l'anorexie, puis j'ai réalisé que c'était ça mon problème. Et puis par la suite, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à travailler dans un gym comme instructeur d'aérobie. Et puis là, ça s'est placé. Ça n'a plus jamais arrivé que je retombe dans cette façon malsaine de m'alimenter. C'était un petit moment de ma vie que je suis pas fière, mais en même temps, c'était l'ignorance. Je connaissais pas ça, mais aujourd'hui, je suis plus apte à aider les gens qui ont des problèmes de désordre alimentaire. Parce que je l'ai vécu, parce que j'ai réussi à m'en sortir moi-même sans savoir vraiment ce que j'avais. Je pouvais pas mettre un nom là-dessus, mais j'ai réussi. Donc, par ma force de caractère, par mon intelligence, parce que je réalisais vraiment que c'était pas sain ce que je faisais, mais je m'en suis sortie. C'est à l'âge de 24 ans que j'ai vraiment commencé à travailler dans les gyms. Je travaillais pour Nautilus Plus et je donnais des cours de step. Et je peux vous dire qu'au départ, c'est le gérant du gym qui m'avait parlé j'allais faire les cours. Moi, j'étais comme une cliente, là. Puis il dit « Ah, t'as du rythme, on a besoin d'un instructeur, est-ce que ça te tente? » Je dis « Moi, je vais aller devant tout le monde, là, il y a une trentaine de personnes, là, puis je vais donner un cours. Non, moi, je suis ben trop gênée pour ça. Oublie ça tout de suite. »
Et puis, insister. Puis, il me disait, écoute, tu vas avoir toutes les formations gratuitement. Tu vas pouvoir commencer. Puis, donner des cours dans tous les gyms de Nautilus Plus. Puis, il était vraiment convaincu là, que moi, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai pas écouté ma peur. J'ai pas écouté ma petite voix qui me disait « T'es pas capable, t'es pas assez bonne, t'es ben trop gênée. » Je l'ai pas écouté. J'ai dit oui. J'ai décidé de foncer. C'est la première fois de ma vie que j'ai décidé de foncer. Et là, je suis allée prendre toutes les formations. Et quand j'ai été prête, écoutez, j'en faisais des cauchemars la nuit. À l'époque, c'était des cassettes. Hein, on n'était pas encore rendu au CD, là, c'était des cassettes. Puis je rêvais la nuit que je mettais la cassette dans l'appareil, puis elle se débobinait toute. Je rêvais que je tombais en bas, parce qu'il y avait comme une genre de petite plateforme là, pour l'instructeur en avant. Je tombais en bas de la plateforme en plein visage. Les gens riaient de moi. Bon, il n'y a rien que j'ai pas fait. Et le jour où j'ai donné mon premier cours, le cœur me débattait. Et là, non seulement j'arrivais dans un cours où moi, j'étais comme les autres. J'étais une cliente du gym qui venait prendre le cours de step du midi. Et là, du jour au lendemain, c'est moi qui est en avant. Et c'est moi qui donne le cours là. Personne ne me connaît vraiment parce que je parle pas. Moi, je suis bien trop gênée. Je suis dans le petit coin, puis quand le cours est fini, je m'en vais. Et là, ils me voient, puis ils font comme « Hein? Ben, c'est la fille qui est dans le cours d'habitude. C'est elle qui donne le cours aujourd'hui. Ah bon? OK. » Et là, j'ai mis tellement tout ce que j'avais comme énergie à les motiver, à leur donner les consignes comme on me l'avait appris, que les gens sont venus me voir à la fin du cours et ont fait « Bravo! C'était vraiment bon ton cours! Wow! Est-ce que c'est toi qui vas continuer à le donner tout le temps? C'est donc bien hot! On a aimé ça! J'avais juste des bons commentaires! » Et là, j'ai réalisé que si j'avais dit non, j'aurais jamais réalisé à quel point je pouvais faire un impact dans la journée de ces gens-là. Comment que ma façon d'être positive pouvait motiver d'autres gens. Et je vous le dis, là, j'en revenais juste pas. Et à partir de ce moment-là, ça a été comme une révélation et j'ai commencé à aider les gens à être plus en forme, à être motivés, à vouloir faire quelque chose de mieux pour faire la différence. Tout est parti de là à l'âge de 24 ans. Alors quand je vous dis qu'il faut surpasser nos peurs, qu'il faut arrêter de se mettre des idées négatives, qu'on n'est pas capable, qu'on ne sera pas bon, que les gens y apprécieront pas ou quoi que ce soit, ça c'est nous qui se met ces idées-là dans notre tête. Et le jour qu'on arrête de faire ça, puis qu'on fonce, puis qu'on fait ce qu'il faut pour avancer, ça fonctionne. Faut pas avoir peur du changement. Faut faire des choses différentes si on veut avancer. Oubliez jamais ça. En travaillant chez Nautilus Plus, ça m'a permis de rencontrer différentes personnes. Puis, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, je vous l'ai dit, et je voyais souvent à la télévision les compétitions d'aérobie sportive. C'était très, très, très populaire dans les années 90, début 2000, et j'aurais tellement voulu faire participer à ces compétitions-là, mais il n'y en avait pas ici au Québec. Ce qui fait que, en 1995, je suis déménagée en Estrie. Bon. Et là, il n'y avait pas de gym dans la ville où j'étais. Il n'y avait pas de gym avec des cours d'aérobie et tout ça. Fait que là, j'avais comme pas le choix de commencer à faire un petit peu de musculation pour continuer à m'entraîner et être en forme. Et le propriétaire du gym à l'époque, écoutez, c'était à Quaticook, Gaétan, qui était le propriétaire du gym, commence à me parler puis il me dit « Écoute, Sylvia, tu as des bonnes proportions, tu pourrais faire des compétitions de culturistes. » J'ai fait comme non, moi je veux pas devenir une madame muscle. Là. On oublie ça tout de suite. C'est clair, net, précis, je fais pas ça. Ben, il dit, je vais te faire un programme, tu vas t'entraîner, puis on va regarder ça. Fait qu'il me fait un programme, mais moi dans ma tête, regarde, il n'est pas question que je pousse des charges énormes, puis que je devienne musclée. Il n'y en était pas question. Je voulais rester petite. Après un certain temps,
est revenu à la charge plusieurs fois, mais c'était toujours non. La réponse était toujours non. Et là, il me dit, écoute Sylvia, il y a quelque chose de nouveau ici au Québec, là, ça commence cette année, c'est des compétitions de fitness. Je dis, c'est quoi ça, le fitness? Et il dit, ben écoute, il dit, je pense que j'ai une cassette. Écoute, on parle de cassette VHS, là, hein? On est en 1997, là, de ce que je vous parle. J'ai une cassette à la maison, c'est une compétition qui a eu lieu en Californie l'année passée. Il dit, je vais te la prêter, tu regarderas ça. Il m'amène ça. Le soir, je m'installe, je regarde ça devant la télé. Écoutez, la mâchoire m'a décroché. J'étais comme, mon Dieu Seigneur, mais ça ressemble à l'aérobie sportive. Mais les filles étaient vraiment en shape, musclées, mais pas trop, découpées, juste correct. Et là, c'était le côté athlétique, les chorégraphies, les flips, les push-ups sur un bras. J'étais là, waouh! Mais je serais jamais capable de faire ça, moi. Bon, encore le côté négatif. Moi qui ai toujours rêvé de faire de l'aérobie sportive, je vois le fitness qui ressemble vraiment, vraiment très près de l'aérobie sportive. Et là, je dors la nuit là-dessus, puis le lendemain, j'arrive au gym, puis je dis à Gaétan, j'ai dit, écoute, Gaétan, c'est quand la compétition? On regarde sur le calendrier, c'était le 26 mai. On compte le nombre de semaines, j'avais 6 semaines pour me préparer. Hop là! 6 semaines pour se préparer pour une compétition de fitness, ça veut dire, bon, physiquement, je pouvais pas faire grand-chose de plus, j'étais déjà quand même assez mince. Après ça, il fallait que je monte une chorégraphie, puis que je pratique des mouvements que je n'étais pas capable de faire encore. Selon la cassette que j'avais vue, moi là, faire des backflips, je n'étais pas capable de faire ça, je n'étais pas capable de faire de push-up sur un bras. Bon, j'ai dit, écoute, je vais la faire. Il dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il dit, t'as juste 6 semaines pour te préparer. J'ai dit, sais-tu quoi? Ah oui. Puis sur 6 semaines, j'étais 2 semaines en vacances en Floride. Donc, en réalité, c'était pas 6 semaines que j'avais, c'est 4. Une semaine plus tard, je partais pour la Floride avec mon petit montage de musique que j'avais préparé avec mon tape cassette pour me préparer pour la chorégraphie. Et là, j'écoute la musique, j'écoute le montage que j'avais fait et je reviens de là-bas. Et là, je me lance à essayer tous les mouvements que j'avais en tête et je monte une chorégraphie. En m'inspirant des chorégraphies d'aérobie sportive que je connaissais. Donc, j'arrive à la compétition, on est 5 et j'arrive 2e. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire une compétition pour le fun, pour m'amuser. Cette compétition-là a changé bien des choses dans ma vie parce que j'ai fait des compétitions de fitness pendant 15 ans. Je me suis promenée un peu partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe, et j'ai très, très bien performé. Malgré mon âge, parce que j'ai commencé à l'âge de 30 ans et j'ai terminé ça à l'âge de 45 ans. J'ai été professionnelle dans plusieurs fédérations. J'ai gagné 8 championnats canadiens dans différentes fédérations. J'ai même réussi, en fin de carrière, à avoir ma carte de IFBB Pro et faire des compétitions comme le Arnold Classic, le Emerald Cup. Nommez-en, j'en ai fait quand même beaucoup. Vous pouvez voir sur mon site web, si vous voulez, toute la liste, sylviatremblay.com. Et j'ai adoré faire ces compétitions-là, voyager, rencontrer des gens. Je pourrais vous en parler encore des heures, mais ça a été pour moi des très, très belles années de ma vie. J'en ai profité. Et si c'était à recommencer, je referais exactement la même chose. Mais tout ça a commencé le jour où j'ai donné mon premier cours de STEP chez Nautilus Plus à Boucherville. Tout ça pour vous dire qu'il faut croire en soi, il faut croire en nos rêves, il faut se fixer des objectifs. Écrivez-les vos objectifs et trouvez une façon d'y arriver. Coûte que coûte, c'est important. On a juste une vie à vivre. Puis c'est pas en se disant toujours « il faudrait bien »,« j'aurais donc dû »,« mais moi, tu sais, j'ai pas eu une belle enfance, hein, j'ai eu ça dur ». Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ça peut être mieux? Demain, est-ce que tu peux réussir? Oui, pourquoi pas?
si on ne s'appuie pas sur notre sort, si on ne s'apitoie pas sur notre sort, de ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, si on pense à aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on peut réaliser demain, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Donc, j'espère que mon premier podcast vous a un petit peu inspiré et que ça vous donne le goût d'en savoir plus, de rencontrer mes invités que j'aurai dans les prochaines semaines. Parce que chaque semaine, je vais vous apporter un nouveau sujet. Chaque semaine, je vais parler, moi, de mes expériences et des expériences de mes invités. J'espère que ce sera vraiment vous motiver, vous inspirer à avancer vous aussi. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, envoyez-moi ces idées-là, postez-les dans le podcast. Ça va me faire énormément plaisir de vous lire, de vous répondre et vraiment de faire de vos idées des sujets que je suis convaincue vont pouvoir inspirer d'autres personnes. Si aussi ça vous dit de venir me rencontrer et de faire un podcast avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel en passant par mon site web, sylviatremblay.com. Je suis convaincue que chaque idée, chaque vécu vaut la peine d'être entendu. Il s'agit juste de se lancer, de ne pas avoir peur et tout est possible. Merci, à la prochaine. Merci infiniment d'avoir passé ce temps avec moi sur mon projet M Podcast. J'espère sincèrement que vous avez apprécié et si c'est le cas, partagez avec les gens que vous aimez, j'en serai très reconnaissante. J'aimerais savoir honnêtement ce que vous avez pensé de cet épisode, alors s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Aussi, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos idées et suggestions pour des sujets que je pourrais aborder dans le futur. Mon plus grand désir est d'aider le plus de gens à grandir, sortir de leur coquille et dépasser leurs limites. D'ici là, prenez soin de vous et soyez heureux.